Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Ça fait maintenant presque un an depuis le 15 septembre 2021, donc par une loi du 4 août 2021, que les soignants, les aides-soignants, les aides à domicile ou encore les pompiers ne peuvent plus exercer leur activité s'ils n'ont pas de schéma vaccinal complet, comme on dit maintenant. Et non seulement ils ne peuvent plus exercer, mais en plus ils n'ont pas le droit non plus aux formations légales pour se réorienter, ils n'ont pas le droit au chômage, ils n'ont pas le droit au RSA. Ces gens-là sont tout simplement les rebuts autorisés de notre société pour avoir peut-être eu raison avant les autres ou au moins pour avoir pris le soin d'émettre un doute scientifique sur un produit encore expérimental. Mais il semblerait que le vent tourne ou tout simplement le temps judiciaire, qui est un temps long, que le temps judiciaire arrive. Plusieurs jurisprudences vont dans le sens d'une prise en compte de la demande du soignant suspendu. Récemment, contre l'Institut Curie, les prud'hommes ont considéré que l'Institut n'avait pas loyalement cherché une solution de reclassement des soignants avant de prononcer la suspension. Ils ont donc annulé cette suspension. Et puis, il y a eu ensuite à Dijon une annulation de la suspension d'un soignant non vacciné qui était en arrêt maladie. Voilà, 2 victoires de l'avocat Maître Tarek Koraitem, que nous avions déjà reçu ici. Mais voilà une autre grande victoire très récemment et peut-être la plus belle au vu des perspectives qu'elle offre pour les autres soignants suspendus. Et cette grande victoire revient à Maître Maud Marian pour avoir obtenu la première annulation d'une suspension d'un soignant qui était lui bien en activité auprès toujours du tribunal administratif de Dijon. Et nous sommes avec Maître Maud Marian aujourd'hui pour en parler. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes avocate en droit des affaires internationales et en droit pénal des affaires et vous défendez depuis le début, bénévolement, il faut le dire, les soignants non vaccinés. Vous êtes d'ailleurs membre d'un collectif de 300 avocats qui œuvrent ensemble pour la défense de ces soignants. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette décision, exactement ce qui s'est passé, les faits et comment a tranché le tribunal ? Oui, en fait, c'est un dossier assez classique, d'une infirmière de l'hôpital de Sens qui a été suspendue dès le 15 septembre, comme tous les autres. Il n'y a pas de spécificité dans son dossier. Elle faisait partie des premières personnes qui m'ont contactée. Donc, on a saisi le tribunal administratif après avoir fait un recours gracieux. Et le tribunal administratif, le 7 juillet, a annulé la décision de suspension au motif qu'elle n'était pas motivée en fait. C'est une disposition du code des rapports entre le public et l'administration qui prévoit que toutes les décisions individuelles prises par l'administration doivent avoir une motivation en fait, c'est-à-dire prendre en considération les éléments de l'individualité, les spécificités du dossier et donc les reprendre au sein de la décision. Alors ça ressemble un peu à la décision qui a été rendue par le Conseil de prud'homme. Alors c'est pas motivé pareil parce que le droit administratif c'est un peu spécial, mais c'est le même genre de choses, c'est-à-dire montrez-nous que vous avez pris en considération tous les éléments de fait qui concernent cet individu spécifique et non pas une généralité. Une situation globale, etc. Donc, c'est une décision qui n'est pas motivée de manière très profonde, puisqu'elle dit simplement, la décision de suspension n'est pas motivée, donc elle est nulle. Et effectivement, c'est une décision sur le fond. J'insiste parce que pour l'instant, on a eu surtout des référés devant les juridictions administratives. On a eu assez peu de décisions au fond. Oui, voilà. Donc ça reste, on va analyser un peu cette décision, mais ça reste quand même une très bonne nouvelle, puisque comme vous le dites, c'est une décision sur le fond, donc elle a possibilité de faire jurisprudence pour les autres soignants non vaccinés ou qui refusent tout simplement ce schéma vaccinal, parce que maintenant on peut être vacciné une dose, 2 doses, ça suffit pas. Alors première chose, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour la suite de cette personne déjà, du coup elle a récupérer son poste ou pas ? Non, alors c'est là où c'est très compliqué. Je pense, là pour l'instant, je n'ai pas encore terminé d'exécuter avec l'avocat de l'hôpital de Sens, parce qu'évidemment, il va y avoir cette phase entre les deux où il va falloir qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire cette décision, voir si l'hôpital fait appel, j'en suis à peu près sûre. De toute façon, à mon avis, si vous voulez, en fait, si l'hôpital fait pas appel, très sincèrement, je pense que le ministre fera appel vu sa position.
Vu sa position sur la réintégration des soignants non vaccinés, je pense qu'il ne faut pas s'illusionner, il va y avoir un appel. De toute manière, la position gouvernementale n'a pas changé profondément. Donc l'idée, c'est, je ne pense pas qu'ils vont laisser passer, ils iront jusqu'au bout, c'est-à-dire possiblement si jusqu'au Conseil d'État. Ouais, mais si le ministre fait appel et que ça passe, est-ce que vous avez des chances que le tribunal administratif, je rappelle, vous donne raison? Oui, mais alors, nous, de toute façon, moi, je suis convaincue qu'on a raison. Hein, oui, je veux dire, donc oui, si vous voulez, nous, techniquement, on a raison. Je pense qu'on a d'ailleurs... reprenons le dossier. Techniquement, vous reposez sur quoi? À quel moment il y a eu une erreur de droit, une faute de droit? Alors, si vous voulez, en fait, la décision qui est prise de suspendre les gens, elle est systématiquement faite de la même manière. C'est un modèle qui vient des ARS. C'est-à-dire, vous n'avez aucune prise en considération des spécificités de la personne. Donc, vous avez une décision qui pourrait s'appliquer à n'importe lequel d'entre eux de la même manière. Et c'est ça qui est reproché à la décision. En fait, ils appliquent une consigne, tout simplement, sans réfléchir au cas par cas, etc. C'est un tort en soi? Oui, une décision stéréotypée, c'est interdit en France. Une décision stéréotypée, quand on appelle ça une décision individuelle, hein, c'est-à-dire c'est une loi qu'on applique à une personne et cette loi, on ne peut pas l'appliquer de manière aveugle et de manière systématique et surtout pas de manière stéréotypée. C'est complètement interdit, à la fois dans les décisions de justice mais aussi dans les décisions administratives. C'est comme si on vous refuse votre permis de construire pour la même raison que le voisin et puis l'autre voisin, et donc non, on doit prendre en considération les éléments spécifiques de la personne. Oui, mais alors à l'appel, ça va être facile. Ils vont dire, ils vont un petit peu plus se motiver en disant cette personne est non vaccinée, donc elle cause des risques à tel et tel. Pourquoi? Ils peuvent plus en fait parce que la décision a été prise le 15 septembre, elle est actée telle quelle, et donc effectivement ils peuvent reprendre une autre décision à partir de maintenant. Hein. Personne va dire que c'est pas possible. Je pense que c'est discutable, mais s'ils veulent maintenant la resuspendre, ils pourraient la resuspendre en motivant différemment la décision, mais rétrospectivement ils peuvent pas aujourd'hui prendre une décision avec un effet au 15 septembre de l'année dernière, c'est impossible. D'accord. Donc, c'est-à-dire, ce qui est acté, c'est qu'il y a une décision non motivée au regard de la situation individuelle qui a été prise. Et ça, c'est définitif. Donc, après que la Cour d'appel considère qu'il y en a assez, pas assez, ça va être un débat. Pour moi, ça doit pouvoir passer jusqu'au bout, jusqu'au Conseil d'État. Sachant qu'en plus, c'est pas notre seul argument, on en a vraiment beaucoup. La vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est surtout dans les effets, parce que vous me disiez, est-ce qu'elle va être réintégrée? Oui. À mon avis, ça va être une bataille énorme. Vous avez pu voir que à 7, il y a eu une décision du Conseil des prud'hommes, on n'a pas réintégré. Je sais qu'à Alençon, ça a été la même chose. Là, la décision du Conseil des prud'hommes d'Alençon, qui était une très belle décision, la personne n'a pas été réintégrée. Et au fond, on a eu les informations. Si les personnes ne sont pas réintégrées, c'est principalement parce que les ARS disent aux directeurs des hôpitaux ou des établissements: de toute façon, si vous réintégrez, c'est vous qui allez sauter, c'est votre établissement qu'on va pénaliser. Donc, si vous voulez, on a là, alors évidemment, c'est pas officiel, on n'a pas de papier, mais on a compris que de toute façon, l'ARS n'appliquera pas les décisions de justice. Donc, je doute qu'elle soit je pense qu'elle sera pas réintégrée spontanément, en tout cas. Donc, on devra aller au juge d'exécution, faire condamner. Enfin, c'est que le début. Hein. Alors, parce que là, le gros problème de ces personnes-là, c'est que si elles ne peuvent pas être intégrées dans le circuit dans lequel elles appartenaient, c'est-à-dire le circuit de soins public, par exemple, pour le cas de cette affaire-là, qu'au moins qu'elles aient le droit aux formations auxquelles elles sont censées avoir le droit, pour lesquelles elles ont cotisé, des points formation, etc., et qui sont pour le moment bloquées. C'est-à-dire qu'elles sont complètement sorties de tout statut légal, ces personnes-là, pour le moment. Est-ce que, grâce à ces décisions, et notamment cette dernière victoire que vous avez gagnée devant le tribunal administratif de Dijon, est-ce que, à partir de maintenant, cette personne pour qui vous vous êtes battu, est-ce qu'elle va pouvoir récupérer ces droits-là au moins, et donc pouvoir récupérer peut-être des droits de formation, pour retrouver un autre travail? Voilà, c'est le but. Le but, c'est de réinstaurer, de remettre ces gens dans un vrai statut, on va dire, dans un statut légal, et non pas dans cette
dans ce no match Zone long de juridique non-droit, là. ouais, Ah ouais. oui, moi c'est ça qui rend Bien De sûr. toute façon, on a bien compris, hein, c'est le but. Et donc effectivement, là, si on peut la réintégrer d'une manière ou d'une autre dans quelque chose, ça permet de peut-être mettre fin au contrat dans des bonnes conditions. Ça permet peut-être de se former. Ça permet peut-être de récupérer une disponibilité, que sais-je, mais quelque chose qui effectivement la réinstaure dans des droits qui sont de toute façon acquis selon moi, mais bon, au moins là sur le papier, on pourra plus nous le discuter. Et puis c'est vrai qu'il reste un sujet qu'on n'a pas abordé toutes les deux, mais qui est fondamental, c'est de savoir si elle sera payée de cette période. Et si vous voulez, là aussi, on a passé tout le week-end à faire chauffer nos cerveaux sur le sujet dans mon collectif parce que la fonction publique est tellement bizarre. En fait, si vous ne faites pas, on appelle ça service fait, c'est-à-dire vous touchez votre traitement si vous avez pu réaliser votre service. Et donc, normalement, sur le principe, pas de service, pas de traitement. Sauf que effectivement, il y a une jurisprudence assez marginale qui dit bah oui, mais si c'est l'administration qui vous empêche de faire votre service, elle vous doit votre traitement. Mais vous voyez, il y aura encore un débat. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on n'est pas convaincu. Enfin, on est sûr qu'elle peut toucher son salaire, mais ça va être encore une nouvelle bataille. Tout ça, c'est vraiment fait pour compliquer la vie des soignants. Mais enfin bon, voilà. Sur le principe, déjà, elle a récupéré ses droits. Après, donc, on va voir quel droit a-t-elle récupéré celui de retourner travailler, visiblement, c'est pas encore récupéré. Donc, elle a récupéré les droits, formation, etc. C'est ça qu'elle a récupéré voilà, pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Elle a récupéré un statut, en fait, on va dire. Oui. Elle n'est plus un fantôme. Oui. C'est ça. C'est ça. Ben, c'est le principal, en fait. Hein. Je pense que la plupart sont là-dessus et de toute façon, c'est ça qui. Mais bon, encore une fois, ce qui est étonnant, c'est que c'est une merveilleuse victoire et en même temps, si vous voulez, c'est hyper décevant parce que la violence pour moi, c'est une violence terrible qui a été faite aux soignants le 15 septembre et qui continue d'être faite d'ailleurs. Et je trouve que la décision, même si elle est extraordinaire, n'est pas à la mesure de cette violence. Puisque finalement, il n'y a aucune reconnaissance, aucun pardon, pour le moment, même pas sûr qu'ils soient rémunérés pour même pas de préjudice, mais on parle même de traitement qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient pu travailler en temps normal. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans une reconnaissance, d'une faute là. On est vraiment dans une décision à minima. Est-ce que je voudrais reprendre ce débat, cette question des soignants non vaccinés au point de départ. Est-ce que vous ne considérez pas, comme certains le disent, que ces soignants qui ne se sont pas vaccinés sont finalement assez égoïstes de ne pas vouloir jouer le jeu de la solidarité, etc. Je sais pas en fait, si vous voulez, je crois que sur le coup, il y a eu déjà de la part du ministère, il y a eu de la confusion dans les informations. On n'en parle pas suffisamment, mais moi j'ai eu les premières circulaires internes, par exemple de la PHP. Durant l'été, durant juin, juillet et même août 2021, il leur parlait de libre consentement, de bien mesurer le bénéfice-risque, etc. Ça, c'est quelque chose que les soignants ont dans l'ADN, justement. Ils le savent. Et puis, brutalement, on leur dit votre consentement, on va s'en passer, il faut le faire et rien d'autre. Je crois pas que ce soit égoïste. Je pense qu'au contraire, c'est complètement normal. Mais les autres vaccins, il y a certains vaccins qui sont obligatoires pour travailler à l'hôpital. Oui, mais là, moi, j'en ai parlé avec eux parce que j'étais naïve sur ça. Je leur ai dit, en fait, c'est comme un autre vaccin. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça prend de telles proportions? Ils m'ont dit, mais en fait, par exemple, pour l'hépatite, il n'y a jamais personne qui a été suspendu pour ne pas avoir fait son rappel ou même le vaccin de base. En fait, il y a deux choses. Déjà, dans tous les autres vaccins, on prend en compte l'immunité parce que, en fait, le Code de santé publique ne parle pas de vaccin, il parle d'immunisation. C'est la première fois qu'on nous impose un vaccin au-delà même d'une question d'immunité. Ça, c'est un premier point. Donc, ça leur paraît suspect. Alors, donc, ça veut dire, pour que ce soit très clair, ça veut dire qu'aujourd'hui, un soignant qui va à l'hôpital qui n'est pas vacciné pour l'hépatite B, par exemple, il peut mettre en avant, devant le code des hôpitaux de santé publique, il peut mettre en avant son immunité face à l'hépatite B, et cela suffit. C'est ça. C'est incroyable. Donc en fait, oui, c'est la première fois qu'on ne prend pas en compte l'immunité sur. C'est ça. D'accord. C'est ça.
déjà ça, et puis on a quand même, bon, pour l'hépatite, on a eu un peu la même démarche, c'est-à-dire un vaccin qui n'avait pas énormément d'ancienneté. On va faire quand même un petit peu plus que celui-là. Et puis, si vous voulez, il y a une deuxième chose, c'est que quand même les soignants, ils étaient aux premières loges pour savoir qui attrapait et mourait du Covid, quoi. Enfin, c'est tout, enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens. Et puis encore une fois. Qu'ils aient été égoïstes, c'est possible. Moi, j'ai pas d'avis moral sur la question. Hein. Vous savez, c'est pas. Je crois que ça sera toujours difficile. Enfin, il faudra un recul fou pour déterminer qui avait raison. Mais ce qui est choquant, c'est le choix qui a été fait d'une mesure qui est, pour moi, totalement qui sort de nulle part. Oui. On n'avait qu'à les licencier après tout. Oui, s'ils sont égoïstes, voilà. et pas sympas et tout ce qu'on veut, bon, bah, on les licencie. Mais s'ils sont égoïstes tout, hein. ou si eux-mêmes considèrent qu'ils ne se reconnaissent plus dans cet hôpital et ses obligations, qu'ils partent et qu'ils soient reconnus comme étant voilà, démissionnaires, etc. Mais qu'on puisse rentrer dans le cadre de la loi. Alors que là, ils sont hors circuit, encore une fois, des fantômes qui n'ont le droit à aucune des points formation, oui. Je crois que c'est un critère. Enfin, moi, si je devais avoir une appréciation sur tout ça, parce que encore une fois, j'en ai pas forcément. Le vaccin, c'est pas mon sujet. Je suis pas médecin. Par contre, j'ai une appréciation sur le droit. Et je sais que jusqu'à présent, quand les conditions légales quand les conditions d'exercice d'une profession changeaient, on avait le droit en France de refuser les nouvelles conditions et on était automatiquement licencié. Hein. C'est quelque chose qui est constant dans le droit privé comme dans le droit public. Donc ça, c'est quelque chose. On a rompu avec cette tradition qui est centenaire et je trouve ça suspect. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je me dis, bon, donc en fait, vous obtenez le consentement de quelqu'un à un vaccin en contrepartie, enfin, en faisant pression sur sa survie économique, et sociale et même morale. Donc, partant de là, c'est suspect. Voilà. Je vois pas qu'est-ce que ça peut... Et ça, ça a un côté sanction qui me paraît à moi suffisant pour me dire, donc dans ces conditions-là, je me demande pourquoi. Et si je me demande pourquoi, je vais automatiquement sur le vaccin. Bon, après, on peut avoir un débat ou pas. Mais je trouve que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est une rupture vraiment avec le passé, et c'est pas quelque chose que je trouve admissible. Oui. C'est basique. Hein. Je suis binaire sur ça, mais en tant qu'avocat, je me dis juste ça. Je me dis bon, après tout, ils veulent pas du vaccin. C'est peut-être des cons, c'est peut-être ce qu'on veut. Peu importe en fait. Je veux dire, mais pourquoi avoir cette voilà, on leur propose la fin ou le vaccin. Mais pour moi, c'est monstrueux. C'est pas acceptable. Non, mais et ça a gêné personne. Enfin, il y a très peu même les directeurs, ça les choque pas. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Ou alors, comme vous l'avez un petit peu laissé entendre tout à l'heure, il y a aussi des pressions très importantes, notamment des ARS. Évidemment. Alors, je voudrais qu'on aille, Maître Marion, parce que quand je vous ai contacté pour vous solliciter, pour vous proposer d'intervenir sur cette décision qui est très importante, vous m'avez dit, il y en a plein d'autres, des bonnes nouvelles. J'aimerais bien qu'on élargisse un petit peu. Est-ce que vous pensez, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, avec les prud'hommes, l'Institut Curie, alors là c'est privé, et puis cette annulation de suspension d'un soignant non vacciné pendant un arrêt maladie, ça c'était d'ailleurs le même tribunal que vous. Est-ce que c'est un tribunal qui est particulièrement ouvert, on va dire, aux annulations, ou est-ce qu'il y a vraiment un vent aujourd'hui, le vent qui tourne, peut-être une meilleure compréhension de ce qui se passe? Ou tout simplement, comme je posais en préliminaire, est-ce que c'est tout simplement le temps judiciaire qui arrive et qui fait son affaire? Alors, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Je pense que le temps judiciaire, effectivement, nous permet de débattre pour de vrai de tous ces sujets, puisque jusque-là, on n'a vécu des référés. Donc, en référé, on n'examine pas l'intégralité du dossier. Je pense aussi que le recul, et c'est une chance au fond, hein, le recul qu'on commence à avoir sur le vaccin, effectivement, remonte quand même aux oreilles des juges. Hein, ils sont pas moins informés que nous. Ils voient bien que le vaccin n'a pas empêché ni transmission ni contamination. Partant de là, ça devient de moins en moins justifié, effectivement, de suspendre les gens. Même si ce sont des juges administratifs qui sont donc évidemment sous la coupelle du ministère. Oui, alors ils sont plus influencés. Effectivement, hein, ils sont, je pense, intellectuellement moins libres que les autres. Mais au fond, vous savez, je crois que la société française globalement n'a pas été très libre de son
de sa critique là sur les dernières années. Donc voilà, ils sont pas moins influencés que les autres citoyens. Mais effectivement, je pense que maintenant, en rentrant dans le débat de fond, en examinant tous les moyens qu'on a, ils se rendent compte que au fond, ça tient pas tellement. Et puis, je pense aussi que le fait qu'il y ait autant de temps qui soit passé, je pense qu'au départ, tout le monde pensait que ça allait durer quelques mois. Quelques semaines en fait, et puis c'est vrai que le temps s'inscrit dans la longueur, et il y a un problème dans la finitude de cette suspension. Ça va être suspendu 1 an ou 6 mois ou avec à durée déterminée, je dirais, c'est une chose, et être suspendu ad vitam aeternam. Merci beaucoup déjà pour tout ce que vous avez fait, pour votre combat et puis pour cette explication ce matin. Je rappelle que vous êtes également membre d'un collectif de 300 avocats qui œuvraient tous pour les soignants non vaccinés. Est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques nouvelles s'il y a eu d'autres décisions qui ont été prises qui vont dans le sens de ces soignants non suspendus? Oui, alors en fait, effectivement, on a pratiquement partout les hôpitaux qui se mettent à payer spontanément les arrêts de travail de tous les soignants qui étaient suspendus pendant leurs arrêts. Sachant que là, on a une bataille encore à livrer pour les soignants qui se sont trouvés en arrêt de travail postérieurement à leur suspension. Donc là, ça va être la prochaine bataille. Sur le fond, on n'a pas d'autres décisions pour l'instant, à ma connaissance, au tribunal administratif, mais je pense qu'on a ouvert une brèche, donc je pense qu'on va en avoir plusieurs. Et au Conseil de prud'homme, effectivement, ça devient de plus en plus, j'allais dire, systématique d'obtenir des réintégrations. Enfin, en tout cas sur le papier. Et comme maintenant le juge de l'exécution va dans le sens du soignant et oblige la réintégration, je pense qu'on va avoir pas mal de réintégration dans le privé. Donc le privé reste peut-être, mais bon, malheureusement, la majorité des soignants suspendus sont dans le public. Mais bon. Oui, mais enfin, ça va s'aligner, parce que le fait, on a aussi un problème en France, la discrimination entre privé et public, c'est pas autorisé, donc ça va s'aligner l'un sur l'autre au bout d'un moment, c'est évident. Donc voilà, tout de même des perspectives réjouissantes. Merci encore, Maître Maude Marian. C'est important de parler des bonnes nouvelles. On n'en a pas souvent quand même. Ici, on parle beaucoup des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Alors voilà une bonne nouvelle, et surtout un petit peu d'espoir pour ces soignants qui, de toute façon, sont aujourd'hui dans un statut complètement illégal, et donc il n'est pas normal, et on est d'accord ou pas d'accord avec leur décision. En tout cas, ils ont le droit de récupérer justement ces statuts légaux de soignants ou de reformation, etc. Merci encore, Maître Marian. Je rappelle que vous êtes avocate en droit des affaires internationales et droit pénal des affaires, et donc défenseuse bénévole des soignants non vaccinés, avec ce collectif de 300 avocats qui œuvrent ensemble pour les soignants non vaccinés. Et on parlait de cette décision du tribunal administratif de Dijon qui date de quand? Du 7 juillet, c'est bien ça. Merci, Maître Maude Marian. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.